Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va vous surprendre sans doute, qui va intéresser je pense très peu de personnes puisqu'on va parler d'une thématique, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Alors pour les non spécialistes, les novices, en fait c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre d'arriver à générer du trafic sur un site internet, voire même maintenant de façon beaucoup plus large sur les réseaux sociaux. Et tout ceci à des fins de convertir, parce que le but est quand même là à la sortie, si c'est faire du trafic vers un site internet pour pas convertir ça en chiffre d'affaires, c'est des frais et du temps passé perdus, et surtout si vous cherchez à vivre de ces activités. Alors, vous comprendrez un peu pourquoi l'expert qui déraille, c'est parce qu'en fait, voilà, la vie, si on n'est pas fermé, si on est curieux, je dirais si on est entreprenant, hein, en fait il y a plein de choses qui peuvent se produire et ça peut vous emmener à des endroits où vous ne pensez pas. Alors, mon cursus dans le monde de l'informatique a débuté à l'âge de 14 ans quand j'ai découvert le premier micro-ordinateur, un IBM, vous savez ces trucs monochromes, je crois que l'écran était noir et puis les caractères devaient être orange, hein, et ce par un cousin qui était informaticien. Donc là, j'ai été stupeur. Ensuite, j'ai, à peu près dans les mêmes périodes, j'ai découvert les petits ordinateurs, là, les Spectrum et j'en passe. Bref, alors quand j'ai commencé mon apprentissage en électrotechnique, en BEP, donc lycée professionnel, j'étais interne, bon, on s'amusait bien, mais on se faisait chier. Et il y avait, après les cours, il y avait le club informatique. Bah, je me suis dit, bah, je vais tester. Donc j'y suis allé. Et puis ben, le surveillant qui nous donnait qui animait ce truc, nous faisait découvrir un peu le codage en basique. Donc on rentrait à la main du code pour arriver à faire des petits jeux et ainsi de suite. Et puis là j'ai vite vu l'intérêt quand alors on l'avait pas tapé celui-là, je ne sais pas où il s'était procuré, où en fait il y avait un simulateur de vol. Alors un truc vraiment brut de décoffrage, hein, vous savez, une ligne d'horizon. Bref, en fait, simulateur de vol qui vous permettait d'essayer de passer au-dessus d'une montagne. Il n'y avait pas le décollage, l'atterrissage, enfin, bref, simulateur de vol, mais vraiment un truc de... Et là, je me suis dit, merde, moi, j'arrivais pas à piloter le truc. Je rentrais dans le code, j'ai compris, parce que c'était assez facile à comprendre une fois que tu avais les bases. Et je modifiais les paramètres, ce qui faisait que les montagnes étaient beaucoup moins hautes. Bref, donc ça a été le chemin un peu avec des allers-retours, le monde du jeu vidéo où je m'amusais. Ensuite m'a piqué le virus, alors le virus du hacking. Alors j'ai jamais été un hacker, mais j'ai voulu savoir et comprendre et connaître. Et donc je me suis formé avec ce qu'on arrive à trouver sur internet aux techniques. Alors je dirais aux techniques qui permettaient de faire sauter les protections de certains logiciels, en modifiant le code hexadécimal, etc., en utilisant des débogueurs en ligne qui permettaient d'effectuer en parallèle du système d'exploitation. Bref, j'ai approfondi les connaissances dans ce domaine et je me suis amusé. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai par période, entre 14 et cette période où je me suis un peu formé aux techniques dites piratage, j'ai développé, je me suis amusé à faire quelques applications, donc j'avais le besoin d'ailleurs, c'était sur Amiga notamment, et j'avais le Blitz basique, c'était très sympa, Stan, orienté jeu, et ça permettait de créer des petits trucs sympathiques. Et donc j'ai créé mes premières pages, alors je ne veux pas dire site internet, je dis page internet dans les années 92. Donc là, tu prenais ton éditeur de texte favori et puis tu codais à la main, tu rentrais les balises HTML à la main, les liens, etc. C'était assez amusant. Et assez fastidieux puisque faire de la pagination avec un éditeur de texte, je vous explique pas quoi. Bon, bref. Alors peut-être qu'il y en a forcément parmi vous, puisque cette vidéo, en fait, il y aura deux publics, vous qui êtes curieux, vous dites tiens, mais de quoi il me parle? Quel est le sujet? J'y connais pas, ou je connais un peu, tiens, on va voir. Et puis il y aura peut-être, mais vous serez très peu nombreux en fait, hein, je le sais, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire, parce que j'ai quelque chose à vous donner. C'est qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec l'intelligence artificielle sur le trafic en Espagne, puisque en fait c'est là où je m'amuse.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être des personnes viendront qui sont des gens du monde du SEO. Hein. J'en suis beaucoup sur Internet. C'est là où les gens vont venir et vont se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc c'est pour ça qu'il sera très intéressant dans les vidéos que je mette ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire le timing de ceux dont je parle dans la vidéo pour que tu puisses aller là où ça t'intéresse sans avoir écouté toute ma life. Donc développement des premières pages internet pour s'amuser, ainsi de suite, sur des thématiques, enfin rien de sérieux. Et puis arrivé en 2000, j'ai fait connaissance de Jean-Pierre Monciot, hein, je vous ai déjà présenté, ami qui n'est plus, qui nous a quittés, et avec qui on a décidé de monter un site internet sur l'entraînement course à pied. Et là, je me suis posé la question, je dis merde, parce que s'il faut tout se taper en code HTML, bon, donc j'ai fait la connaissance des premiers des CMS, donc Content Management System, c'est-à-dire des logiciels en ligne un peu qui vous permettaient de faire quelque chose qui ressemblait à un blog. Et qu'il fallait installer en mettant des fichiers, des répertoires, des images. Alors c'était en FTP, avec un logiciel qui permettait de prendre un dossier que tu avais sur ton ordinateur et de le mettre sur le serveur. Bon, après sur le serveur, il fallait faire tout un bazar, dont je ne rentrerai pas dans les détails. Donc le premier que j'ai utilisé, c'était Spip. Alors c'était intéressant, ça m'a permis vraiment de mettre les mains dans le cambouis parce qu'il a fallu gratter le HTML, le CSS, pas trop le JS à cette époque, donc le JavaScript, mais et le PHP, puisque c'était des boucles, système de boucles. C'était assez bizarre. Et donc on a créé le premier site comme ça, et on s'est vite rendu compte, enfin je me suis rendu compte quelques années après, et pas longtemps, 2-3 ans après, que ça commençait à être fastidieux, lourd, pas évolutif, figé, bref. Donc là, je me suis dit, il faut que je cherche quelque chose de mieux. Mais je savais déjà où je voulais aller dans un site multilingue, puisque le site qu'on avait fait sur l'entraînement course à pied, il était en français, mais j'avais la perspective de le mettre en espagnol. Je me disais, c'est stupide de ne pas produire en espagnol ce qu'on sait produire en français, c'est-à-dire de l'entraînement course à pied, des conseils, alors qu'il y a un public pour l'Espagne, pour la France, et que on a les compétences techniques sur l'entraînement, on a les compétences pour le développement, et je parle couramment espagnol. Donc je me suis dit, donc j'ai voulu basculer directement sur un système multilingue. Et là j'ai regardé ce qu'il existait comme CMS, une petite actualisation. Et en fait, WordPress n'était pas au level, et celui qui permettait de faire ça, c'était Joomla. Donc on a basculé sur Joomla, on a fait la version française, on a bossé la version espagnole. Alors on faisait ça hors entreprise, on n'avait pas créé l'entreprise, hein. Pas encore. Et puis on a monté ce site en franco-espagnol. Alors on est parti de 200 visiteurs par jour, avec une pointe vers les années 2012 à 4000, 5000 visiteurs par jour sur les deux pays cumulés. Alors il y a eu des petits épisodes assez sympathiques, c'est que en fait on se faisait piller. En 2001, quand on a créé ce site, athlèteendurance.com, hein, voilà, qui existe toujours puisqu'on l'a revendu quand on a arrêté notre activité professionnelle. Il a été repris par une boîte très sérieuse qui fait un excellent boulot avec un système système par téléphonie, comme on avait déjà fait nous avant, mais on va dire avec moins d'intervention humaine et plus d'intelligence, plus de codage. Donc j'en étais où? Il faut que je me rappelle. Oui, donc site multilingue. Et en fait, arrivé en 2005-2007, parce qu'on n'est pas arrivé du jour au lendemain de 200 à 4000, 5000 visiteurs par jour, hein, il a fallu du boulot. Et en fait, on s'est rendu compte vers 2006 que notre trafic commençait à chuter. Et on était couramment dans les 700 à 1000 visiteurs par jour. Et le site a commencé à se casser la gueule en trafic. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, on continue à produire du contenu, on avait notre public. Et là, c'est que je me suis rendu compte, en tapant sur Google, qu'en fait, il y avait de nouveaux sites qui arrivaient. Alors que on était les sites de qualité qui parlaient de l'entraînement, bon, j'ai la prétention de dire de qualité, c'était... Il y avait 3 à 5 entités, dont un c'était un club, dont un c'était un système informatique de génération d'entraînement automatisé. Ouais, il y en avait 5, quoi, en gros, à la louche. Hein. Et après, en fait, tout le monde a débarqué. Decathlon est arrivé, Jogging International, il était déjà présent, pour ceux qui connaissent, etc., etc., etc. Et en fait,
bah, c'était assez amusant parce que des articles que j'avais écrits ou sous la tutelle de Jean-Pierre, bah, en fait je les retrouvais quasiment copier-coller sur d'autres sites dits concurrents. Bon. Et parfois des gros morceaux de sites. Hein. Alors je vous donne des infos, par exemple, nous ça arrivait à Jean-Pierre de faire entre guillemets des piges, d'écrire des articles qui lui étaient commandés sur des thématiques pour l'entraînement après les années 2000, et il était rémunéré à hauteur de 200 à 300 € l'article. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur les prix qui se faisaient en vigueur à cette époque-là. Donc bon, le contenu se faisait piller, puis on perdait du trafic. Mais que c'était pas dû au pillage, hein. C'était tout simplement dû, c'est qu'il y avait de nouveaux sites qui arrivaient. Et là, je me suis dit, mais merde, mais comment on peut faire pour ne pas disparaître? Parce qu'en fait, si on... Donc là, ben, j'ai découvert ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire tu produis du contenu sur ton site, mais qui soit digeste pour Google et les moteurs de recherche, puisqu'il y a eu AltaVista, Google, et après Google, il y aura autre chose. Hein. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Là. On va y prendre par le nez. Donc, je me suis formé à ces techniques. Alors, en gros, il y avait ce qu'on appelait le SEO in-page et out-page. In-page, ça veut dire, ben voilà, il fallait respecter des règles d'écriture assez simples sur ton site. Hein, des balises titres, une structure de texte, des images avec des noms de fichiers, enfin ainsi de suite. Toute une mécanique. Ensuite, avoir un site assez logique, assez épuré. Et puis voilà. Et puis une fois que tu avais fait ça, finalement, déjà, tu avais fait 50% du boulot et c'était le plus facile. Ensuite, le deuxième, c'était pour qu'une page soit classée en haut des résultats de Google, il fallait que tu aies des liens qui pointent vers ton site. Et c'était la deuxième partie du boulot. Donc là, c'était du social. Fallait que tu arrives à négocier avec d'autres sites internet qu'ils te créaient une page où ils allaient parler de toi, ou alors un endroit où ils allaient faire un lien vers toi. Donc le jeu, c'était de faire des partenariats. Et pas des partenariats directs, hein, parce que Google avait vite détecté ça. Google détecte assez vite toutes les astuces qu'on peut mettre en place pour générer du trafic et puis essayer de monter dans les classements. Donc il fallait faire un système, le basique, triangulation qui allait bien. Ça fonctionnait pas trop mal, c'est-à-dire que tu passais d'un site A, tu faisais un lien vers le site B, et puis du site B, tu allais vers le site C, ainsi de suite, et puis tu passais à l'A, et ça roulait. Donc vous voyez, à l'époque, les techniques étaient relativement simples. Le but du jeu, c'était d'obtenir suffisamment de liens vers ta page web, vers ton site et vers ta page web, d'autres sites internet, avec des règles à respecter si tu veux que ça fonctionne. Et là, tu arrivais à monter, à rester en haut dans les classements, et puis voilà. Mais Google, qui lui, dans un souci de fournir du résultat qualitatif, parce que là déjà il y avait beaucoup de monde qui s'était professionnalisé dans la génération de trafic, hein. Il y avait des boîtes il y a littéralement des boîtes qui se sont montées, et des grosses structures, ou avec des gens qui étaient des spécialistes, qui étaient payés à faire du SEO in-page ou out-page. Alors le out-page, c'est ce que je vous ai dit, c'est les liens vers ton site, et puis in-page, c'était faire un site de qualité, quoi, dans le contenu et la structure d'écriture des articles. Donc beaucoup de boîtes se sont montées, et puis il y a eu des génies qui ont trouvé des astuces. D'ailleurs c'est le cas en permanence, hein. Il y a vraiment des cadors, des spécialistes, des gens qui font des tests en permanence pour savoir comment gruger Google ou AltaVista, bref. Et maintenant les IA. Donc, de fil en aiguille, on a réussi à avoir une pointe à 4000, 5000 visiteurs en utilisant ces techniques, et avec très peu de frais, hein. Très peu de frais. C'était du temps à passer, c'est tout, mais il y avait très peu de frais, c'était facile. C'était facile. Après, voilà, nous, on n'avait pas vocation à cette époque à générer du pognon. On faisait ça par passion de la course à pied. On voulait juste toujours rester présent pour pas se faire cramer et que des charlatans viennent sur le marché raconter n'importe quoi au niveau de l'entraînement course à pied. C'était notre seul objectif, on est des âmes charitables. Donc 2012, une pointe à 4000, 5000 visiteurs, puis au bout d'un moment on s'est dit bon là ça commence à être un peu lourd, il y a du monde, finalement pourquoi chercher à faire le forcing pour rester en haut de la liste? Est-ce que on n'aurait pas le moyen de se faire plaisir autrement? Donc vous voyez, je change de parcours, hein, puisque là la vidéo est un peu longue. Vous pourrez zapper, hein, glisser, n'hésitez pas, allez là où ça vous intéresse. Hein, et vous aurez la timeline. Donc,
comme j'avais quitté mon entreprise où je suis technicien, moi à la base mon métier c'est technicien de maintenance, tournevis, voltmètre, ordinateur, console, connexion automate, modification de programme automate, changement de temporisation, enfin voilà, c'est ce qui me fait gagner, c'est avec ça que je gagne ma vie. Enfin que je gagnais, puisque maintenant je vais basculer plus dans, on va dire, dans des projets, je ne vais pas dire de la gestion pour oser, hein, c'est bien, c'est un grand mot. Mais bref, donc j'ai repris les études en physiologie et le sport pour m'améliorer en entraînement. Et puis j'ai fait beaucoup de développement, j'étais chef de projet, j'ai travaillé avec des équipes de développeurs sur des maquettes. J'ai vu comment ils travaillaient et puis bon, ça a duré à peu près une période de 2 à 3 ans et bon, pour des raisons personnelles et de vie privée, que je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je me suis dit là, il faut arrêter ce système-là, il faut revenir là où tu viens, c'est-à-dire dans le monde de l'industrie, pour avoir une qualité de vie qui permette de pas tout foutre en l'air. Et ben, en quittant donc cette boîte, qui était en partenariat avec le laboratoire de recherche, d'ailleurs j'aurai une grosse vidéo à faire sur ce que j'ai fait à ce laboratoire, notamment sur la thématique du marathon de Paris. Ça, je vais la laisser mûrir. Donc on a décidé de créer en fait une boîte avec Jean-Pierre et puis un autre pote, William Robrecht, qui lui était un excellent codeur PHP, comme côté serveur, et de monter un projet en fait d'un système et une plateforme d'entraînement en ligne. Alors, un truc précurseur, hein, je vous parle de 2011, 2012. Hein. Donc le but du jeu, c'était de créer un système sur un serveur, sur lequel l'entraîneur se connectait, sur lequel les athlètes se connectaient, et où ils allaient chercher l'entraînement, télécharger l'entraînement que Jean-Pierre écrivait dans un format digital et numérique. Et ensuite, eux, ils le téléchargeaient avec le téléphone. Et le téléphone pilotait l'entraînement, enregistrait les données, et en fin d'entraînement, s'envoyait le résultat au serveur. Et Jean-Pierre, sur le serveur, analysait l'entraînement et proposait la suite, etc. Puis il y avait des échanges, on avait mis un système de tickets pour qu'il y ait un suivi des échanges. Et Jean-Pierre entraînait par système de 30 à 50 coureurs simultanément. Donc là, on avait monté l'entreprise et tout. Hein. Donc ça a tenu jusqu'en 2020, où en fait la crise Covid est arrivée. Donc on générait pas des 100 et des 1000, puisqu'en fait on voulait se faire plaisir. C'était un projet qu'on avait en tête de faire ce truc, d'arriver à le faire, de le faire fonctionner, et puis d'arriver à générer du chiffre. Mais on avait atteint nos limites, je dirais, morales et de compétences, parce que quand tu veux faire un business de cet ordre-là, il faut faire du marketing. Et il faut, je regarde les messages qui s'affichent, il faut faire du marketing. Et là, le marketing, c'est faut faire jouer ses réseaux, et il faut savoir générer du contenu, il faut savoir faire parler de toi, etc. etc. Et là, c'était nous, on n'était pas des créateurs d'entreprise, quoi. On était des techniciens, mais pas des créateurs d'entreprise. Donc, en fait, qui n'avance pas recule. Donc, on n'a pas su faire évoluer notre système et générer plus de chiffres. Puis pareil, c'est bien beau quand tu as un coach et que tu dois gérer l'entraînement d'un club, d'un groupe d'athlètes en dehors. Donc Jean-Pierre, moi je gérais pas l'entraînement, hein. J'étais dans le codage. Et que tu as 30 athlètes à suivre par un système informatisé, arrive à un moment donné, si tu rentres dans une lassitude, est arrivée la crise Covid, ça a foutu tout le business en l'air. C'est-à-dire que voilà, les gens couraient plus, donc il n'y avait plus de clients. Et donc il y a eu une bascule qui s'est faite, on s'est dit, bon là c'est peut-être le moment de passer à autre chose, d'essayer de faire autre chose. On a fait le tour de la question, on a vu qu'on savait faire, on a vu qu'on pouvait faire, et on voulait pas aller sur on voulait pas vendre du rêve ou faire du marketing à outrance, puis on savait pas, c'est pas notre culture. Donc on a fermé la boutique. Et en fermant la boutique, en arrêtant l'entreprise, d'ailleurs c'était assez marrant, il a fallu 3 mois pour monter la boîte avec un conseil d'un cabinet spécialisé, et il a fallu 1 an et demi pour la fermer. Très impressionnant. Donc, on a fermé le truc, et puis j'ai demandé à William, mon ami qui est William Robrecht, vous pouvez chercher sur internet, William Robrecht, mon carnet d'entraînement, il a toujours un truc.
Et puis à Jean-Pierre, je leur ai demandé est-ce que je peux récupérer le contenu du site en espagnol si jamais je veux remonter quelque chose, parce que je savais que j'allais aller en Espagne. Je savais qu'on allait acheter et vendre à un moment donné pour aller faire passer notre retraite en Espagne. Et j'avais envie de continuer mon truc et je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas continuer? Mais ce que je n'avais pas prévu lorsqu'on a fait ça, c'est que la crise Covid allait arriver, qu'il allait se passer les catastrophes qu'on voyait se profiler, puis qu'on voit déjà actuellement en politique française, notamment le bien du jeu. Et donc je ne savais pas que ça allait être si tôt. Et finalement, ce que j'avais prévu éventuellement de faire, quelques mois après, je l'ai lancé le truc. Et j'ai commencé à prendre le contenu. Alors le site était assez gros, hein, c'était 300 à 400 pages de contenu valorisé. Donc je me suis mis à faire la version espagnole, et c'était pas du copier-coller, hein, il y avait un retravail, j'ai tout retravaillé, etc. Et puis arrivé à un moment donné, le site était à maturité, je l'ai mis en ligne, et j'ai appuyé sur le bouton on, et puis Google a fait son boulot, j'ai fait mon boulot basique de référencement à la vieille école, c'est-à-dire du backlink, du lien vers des liens, voilà, du social, très peu d'investissement. Si, j'ai généré, parce que je faisais le web marketing aussi avant, je développais sur Android, moi, j'ai développé toute l'application Android, et je me gérais la partie marketing et trafic et référencement et structure du site. William était vraiment au codage de l'interface entraînement, quoi. Et Jean-Pierre, lui, sur l'entraînement. Et donc, là, je me suis encore une fois perdu. C'est compliqué, là. Hein. Alors, 1, 2, 3, comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'en sortir? Là, il y a un petit blanc. Bon, écoutez, on va reprendre à un endroit, et puis on va voir. Je ne vais pas couper la vidéo, hein, donc vous aurez juste à glisser le truc. Donc le problème, c'était je fermais ça, et je voulais monter le site espagnol, et le but du jeu, c'était pas monter un site pour dire, tiens, j'ai fait un site espagnol, je voulais arriver à générer quelques subsides, pour quand la retraite arrivera, tu vois, arriver à générer quelques euros. Et là, j'ai appliqué les recettes pour acquérir du trafic, mais je suis très rapidement arrivé à cette saturation, c'est-à-dire 500 visiteurs par jour. Et je ne pouvais pas faire plus sans investir d'argent dans le référencement payant. C'est-à-dire soit de la publicité quelque part, soit en payant des influenceurs, soit en payant des liens, en achetant des liens sur d'autres sites, etc. etc. Et j'avais pas ce budget-là. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de générer du pognon. Donc avec 500 visiteurs par jour, je me suis dit, je vais essayer de faire ce qu'on avait fait dans le temps et qui marchait un peu. C'était de remettre de la publicité. C'est-à-dire Google AdSense, pour ceux qui connaissent, c'est des plateformes d'affiliation. Alors il y avait Net Affiliation, qui vous mettiez de la pub, les gens cliquaient dessus, et puis par Google, tu touchais une commission, je sais plus, 20 centimes d'euros par clic. Et puis sur Net Affiliation, c'était un pourcentage des ventes de ce qui était vendu à travers tes clics. Donc j'ai mis ça en place, et puis en fait, rien n'a marché. C'est-à-dire ce qui marchait en 2017, où on arrivait à générer entre 500 et 800 euros par mois d'argent pour l'entreprise au travers du trafic sur 2 sites qu'on avait, sur l'entraînement, celui qu'on avait fait payant avec l'interface d'entraînement et celui l'ancien historique Athlète Endurance, j'arrivais à rien générer. Et en fait, les mœurs avaient changé, les rétributions, les modes de rétribution, les montants de rétribution avaient changé, bref, plus rien ne fonctionnait. Là, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Je me suis dit, il va falloir générer plus de trafic déjà. Donc, d'un site sur l'entraînement, je me suis dit, il faut que tu parles d'un truc que tu connais, que tu maîtrises, et qui va intéresser les gens. Je me suis dit, ça m'est venu comme ça, je dis, les montres sportives. Donc, les marques Garmin, Sunto et Polar. Donc, je me suis dit, je vais générer du contenu sur ces montres pour que les gens aient de l'information sur ces montres en plus de l'entraînement. Et donc, j'ai fait le boulot, référencement normal, tu vois, pas de stratégie très élaborée, tu vois, quelque chose d'assez mécanique. Et là, je suis passé en l'espace de 1 an et demi, de 500 visiteurs à 1500 visiteurs par jour. Mais toujours sans générer d'argent. Donc là, je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries, il faut générer du pognon, parce que le but, c'était quand même ça. Alors, pas générer 10 000 balles par mois, hein, je vous parlerai peut-être un peu de mon temps. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un système. Et là, je me suis dit, j'ai regardé, je dis, on va voir ce que font les jeunes.
Donc du YouTube, je suis tombé sur 7 à 8 chaînes YouTube que je suis toujours sur Internet. Peut-être que vous vous reconnaîtrez si ça vous intéresse l'histoire d'un vieux con. Hein. Et j'ai suivi, puis je me suis dit, je vais voir comment ils bossent, ce qu'ils font, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs méthodes. Et puis je vais essayer de m'adapter à ma sauce, quoi. Donc, j'ai découvert, parce que je connaissais pas, hein, l'affiliation. Alors l'affiliation, je te la fais courte, c'est tu crées un compte sur des plateformes dites d'affiliation ou sur des vendeurs. Alors ça peut être par exemple Decathlon, ça peut être Net Affiliation qui a changé son nom, c'est Quanku je crois. Ça peut être, bref, il y en a tout un tas. Et tu vas faire des demandes chez eux de partenariat avec les entreprises qui ont créé des comptes. Et chez toi, tu vas mettre de la pub et quand tu vas leur rediriger, générer des ventes sur Amazon par exemple, hein, et ben tu toucheras un pourcentage qui variera. Alors sur le domaine, sur le créneau des montres sportives, c'était alors Amazon a bien taillé dans le gras, ils ont baissé la rentabilité de 30%, ils sont à 4%, et puis tu vas aller 6-7% sur les autres plateformes. Donc je me suis dit, je vais faire de l'affiliation. Donc j'ai attaqué par Amazon, parce que c'était le plus rapide, le plus simple. Et là en fait, j'ai très vite pu générer ma première commission. Très vite, c'est-à-dire 3-4 semaines. Hein. Ça a été très vite. Donc là je me suis dit, ah ça y est, tu sais un peu pêcher. Voilà, bon premier poisson. Je dis maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre à pêcher plus. Donc j'ai peaufiné, j'ai amélioré, j'ai peaufiné, j'ai amélioré, j'ai peaufiné, j'ai amélioré. Et puis je m'améliore tous les jours, quoi. Mais c'est là où la merde arrive, c'est-à-dire que tous les 3-4 mois, Google modifie ses algorithmes pour, entre guillemets, améliorer les résultats dans les moteurs de recherche qu'ils vont proposer aux gens qui viennent surfer sur leur plateforme pour leur proposer, pour leur donner des réponses aux questions qui se posent. Et donc, 2600 visiteurs par jour il y a un an, les algorithmes successifs m'ont fait chuter le trafic environ à 500. Et là, le truc vraiment surprenant, c'est qu'en fait, c'est tout mon trafic sur l'entraînement course à pied qui a été éjecté. Alors que c'était le meilleur. C'était là où j'étais top niveau. C'est-à-dire qu'ils considéraient que mon contenu était mal rédigé, ringard, inutile, qu'il y avait meilleur ailleurs ou plus utile. Ou alors que, entre guillemets, les 10 concurrents avaient mis des moyens de référencement sur la table colossaux qui leur permettaient directement de me rayer de la table. Je pense sincèrement que Google avait décidé, moi, de me rayer de la carte sur le contenu entraînement, parce qu'il le jugeait trop mécanique et trop mathématique. En gros, je vous la fais courte, c'est-à-dire que j'avais, et j'ai toujours 200 entraînements, mais que j'avais écrit à un format assez numérique, de façon à ce que les gens puissent facilement prendre ce plan d'entraînement et le rentrer sur leur montre manuellement. Donc quelque chose de très lisible, très mécanique, et en fait pas littéraire du tout. Et Google, à cette époque, aimait des formulations littéraires, et non pas littérales. Littéral dans le sens où, en fait, en développement automatisme, on avait du développement en langage littéral, dit littéral. Donc j'ai fait quelque chose, et ça ne lui a pas plu. Donc voilà, il m'a droppé tout ce trafic. Mais est arrivé en parallèle l'intelligence artificielle. Alors là, l'intelligence artificielle, tous les petits malins d'Internet se sont dit « Ouah, putain, génial, on va avoir un assistant presque gratuit qui va nous faire tout le boulot à vitesse grand V qu'on veut plus faire et qu'on sape et qui nous prend parfois une journée. » En gros, écrire un article de qualité, si tu veux faire du bon boulot, c'est une journée de travail, quoi. C'est une journée de travail. Donc le mettre en ligne, et puis voilà. Et puis après, tu as le boulot éventuellement, visibilité, référencement. Donc, tout le monde s'est mis à générer du contenu. Donc, pour dire que, en l'espace de 2-3 ans, là, Internet, le volume de pages qui est sur Internet, on va mettre un peu de lumière. Ou pas. Ah, mon petite interface ne veut pas marcher, c'est pas grave, on va faire ça. Tout le monde s'est mis à créer du volume, des pages. Et donc, ça a modifié Internet, et Internet, maintenant Google passe sa life à scanner des pages, et puis beaucoup de monde a généré beaucoup de merde, quoi. Et moi sans doute y compris. Hein. Putain, là il fait vraiment sombre, hein. Attendez. Est-ce que c'est toujours en train d'enregistrer? Alors je vais débrocher une petite interface.
et je vais la rembrocher. Peut-être que ça va vouloir faire le boulot. Ah bah voilà, il n'y avait qu'à demander. Donc, allez, on va essayer de mettre des watts. J'en prends plein la gueule. Mais bon, au moins vous voyez ma tronche. Je vous montrerai avec quoi je travaille là. C'est un petit matos bien sympathique. La marque DJI, il a des drones. Donc, ces pages sont arrivées. Et puis, il y a eu l'arrivée de l'IA pour les développeurs, les programmeurs, les créateurs de contenu, mais également pour les utilisateurs. C'est-à-dire que Google est arrivé et a commencé à générer des réponses IA en haut, voilà, sur certaines réponses. Mais pas partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une stratégie de déploiement progressif sur divers pays. Et là où je vais vous apporter de la plus-value, sans doute pour les experts en référencement et en SEO et ceux qui veulent générer du trafic, c'est que ma page a été développée et est orientée exclusivement vers l'Espagne. Et donc j'ai pu voir, ou pas, l'impact de ce qu'on appelle IA Overview et autres festivités déployées par Google. Alors il faut savoir qu'en Espagne, depuis le premier trimestre 2025, IA Overview a été mis en place et beaucoup de sites ont pris cher. Mais des très très gros sites, hein, ils ont pris jusqu'à 50% de baisse de trafic avec les réponses IA. Alors, la question est, est-ce que ça m'a impacté moi? Vu que j'avais déjà pris moins 50%, non, j'étais passé de... allez, mon trafic a été réduit de 70%, 60-70%, grâce aux mises à jour successives de Google. Donc, est-ce que ça m'a... Ben non, ça m'a pas impacté. Alors, pourquoi ça m'a pas impacté? Parce qu'en fait, mon site, il y a 3 contenus. Il y en a un qui avait déjà été leaké. Ensuite, mon deuxième contenu, c'était les pages de présentation produit, c'est-à-dire, voilà, tel modèle de montre, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Alors, c'est des pages qui étaient obligatoires d'avoir sur mon site, mais qui étaient, en termes de conversion, pour générer du chiffre d'affaires, pas de l'affiliation, ça ne convertit pas. Il faut arriver, ces pages-là, il faut les utiliser pour essayer de générer la création d'un compte et l'inscription à une newsletter, mais tu ne vas jamais vendre un produit par l'intermédiaire d'un clic, d'un passage sur une page où, voilà, ce qui fonctionne, ce qui fait vendre, c'est les comparatifs. Et donc Google s'est mis à répondre et à générer des réponses en Espagne depuis le début d'année sur les montres, par exemple, pour le domaine des montres. Mais par exemple, vous dites, dis-moi ce que tu penses de telle remorque pour voiture. Voilà, supposons. Hein, donc Google, en Espagne, toutes ces requêtes assez directes et assez simples, entre guillemets, Google répond à ces réponses. Donc propose une réponse IA. Par contre, sur tout ce qui est comparatif, dans mon domaine, dans le domaine des montres sportives, en Espagne, Google, tout de suite, et pour l'instant, mais seulement pour l'instant, ne génère pas de contenu comparatif. Ce qui fait qu'en fait, là où j'avais mis l'accent et le focus, hein, et où je me disais c'est là qu'il faut que tu travailles, c'est la création d'articles de comparatifs de montres, je n'ai pas été impacté. Mes positions ont été conservées et les nouveaux articles comparatifs de montres que je produis, que je mets en ligne sur ce site en espagnol, arrivent à se classer très rapidement dans le top 3. Alors très rapidement, ça veut dire quoi? Avant, j'arrivais à me glisser dans le top 3 en une semaine. Hein. Maintenant, ça prend parfois 2 à 3 mois à cause du nombre de pages que Google doit digérer. Et puis des règles qui font que le référencement, le positionnement des pages arrive de façon un peu différente. Il faut un peu plus de liens. C'est-à-dire que l'impact des liens maintenant que vous pouvez créer vers une page web, moi je le qualifierais l'impact à 25% à peu près. On n'est plus dans ce coup de boost qui était du domaine du 50% comme les années avant. Maintenant, il faut avoir un contenu top qualité, des bons liens et de la notoriété. Le branding, là, ce qu'on appelle le branding. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à vous, là, les gars de YouTube, les jeunes. Ah, je cite pas vos noms? Non, alors je cite pas parce que... je citerai peut-être... Si, je mettrai peut-être sur YouTube dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, dans l'explication de la vidéo. Donc voilà, vous avez les 3 piliers de la visibilité tout de suite, c'est ça. Mais voilà, Google et l'IA, et il n'y a pas que Google, hein. ChatGPT, donc qui travaille avec Microsoft, vous avez Perplexity, bon bref,
Donc moi en Espagne, l'arrivée d'IA Overview n'a pas impacté les comparatifs. Pour l'instant, je me fais pas de soucis. Dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ils vont niquer tout le business et ils vont prendre le dessus sur tout un tas de requêtes sur lesquelles ils ne travaillaient pas. On voit la vitesse à laquelle les IA se développent, à quelle vitesse une nouvelle IA prend et lamine une autre IA. Je veux dire, c'est un truc de fou. Les youtubeurs qui parlent des IA, ils vont péter un boulon là. À chaque fois qu'ils disent, ils vont faire une nouvelle vidéo. Ouais, la nouvelle IA, machin, a gagné l'autre IA, l'autre elle est tétanisée, elle est morte, c'est fini, c'est plié, c'est voilà la bataille. Enfin, les Chinois, les Américains, bref, ils vont péter un câble. ils vont pas pouvoir suivre. Donc, dans un an, Google aura complètement niqué, Google et autres, hein, auront complètement niqué le référencement traditionnel et vous pourrez faire ce que vous voulez sur votre site, générer du trafic par les moteurs de recherche. Ça sera, pour moi, ça sera plié. Et ça passera par d'autres stratégies. Voilà, ça c'est déjà un point important de ce que j'ai constaté en Espagne, par le comportement utilisateur et puis le trafic à travers de ce que je peux détecter. Mais voilà, c'est que les choses ne sont pas finies. On a vu cette dernière quinzaine apparaître les navigateurs 100% IA. Donc il y a eu Perplexity qui m'avait proposé, parce que j'ai un compte Perplexity professionnel, j'adore travailler avec Perplexity, je trouve que c'est un outil très souple et très puissant. Pour quel que soit le sujet, vous voulez travailler et vous voulez avoir de l'information, des synthèses, vous faites bosser Perplexity, ça donne, ça a été connecté à Internet avant ChatGPT, donc vous aviez de la live data, quoi. Pardon. Donc, Perplexity a sorti son navigateur web, que j'ai installé mais que j'ai pas testé en fait. Hein. Quand ils me l'ont proposé, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Bon, j'ai pas le temps. ChatGPT vient de sortir le sien. Et il y en aura d'autres. Et là, vous serez 100% dans l'IA. Alors qu'il travaillera bien sûr avec des sources sur Internet. Hein. Ils vont pas inventer, ils vont pas être en hallucination permanente. Mais je pense qu'on ne perçoit pas encore, et moi je n'arrive pas à le concevoir, hein, l'impact et la portée que va prendre l'arrivée de ces nouveaux navigateurs. Ce qui est sûr, c'est que Chrome, Firefox, Edge, enfin tout ce que tu veux, hein, les versions Safari et autres, dans 2 ans, vous en entendrez plus parler, quoi. Tout sera par des moteurs qui fonctionnent en mode IA et avec des fonctionnalités qui nous surprendront. Donc, générer du chiffre d'affaires pour des petites structures ou des bricoleurs de l'internet comme moi, ça sera du domaine du miracle. Soit tu es déjà présent, tu as une grosse marque, tu as un équipementier sportif, en fait tu es une grosse boîte et tu as un budget d'1 million d'euros pour faire tourner à l'année ton site internet, et puis tu as toute la structure qui va bien, le marketing, le branding, enfin bon bref. Donc on dépasse, soit tu es une grosse boîte, et tu vas générer du trafic sur ton site parce que tu vas être présent sur les réseaux sociaux, que ta marque elle est déjà connue, que tes gens iront directement sur ton site par ces vecteurs-là, sans passer par un truc IA. Si tu as les moyens de ça, tu y existeras, sinon tu n'existeras pas. Sauf les petites structures locales. Les petits artisans, c'est-à-dire celui, entre guillemets, le petit artisan, c'est-à-dire toi tu auras toujours besoin d'un plombier, tu auras toujours besoin d'un maçon, de savoir où c'est qu'il y a une boulangerie d'ouverte, et tu voudras savoir ce qu'il y a dans la vitrine, parce que là, pour ce qui est proximité, à mon avis, l'IA absorbera du trafic, mais pas tout le trafic. Et là, en local, tu pourras faire ton truc, continuer à faire ton truc, et il y aura une certaine utilité à avoir un site web traditionnel. Mais pour les gens comme moi, la vieille école, qui raisonnait réseau, internet, et navigateur web, et site web, page web, affiliation, ou vente, tu vois, même, supposons, en fait, tous ceux qui montent des boutiques en ligne, là, pour faire du dropshipping, il va falloir qu'ils trouvent d'autres canaux pour attirer du monde, quoi. Ça va être les réseaux sociaux. Alors ça peut être de l'Instagram, ça peut être du X, ça peut être du Facebook, ça peut être du TikTok, etc., etc. Mais le moteur de recherche, c'est fini, quoi. Et il y a YouTube.
Alors, pourquoi je m'intéresse à YouTube de nouveau? C'est assez marrant, je dirais, rien n'arrive trop par hasard, mais ça fait plusieurs mois que je m'interroge sur ce qui, sur l'évolution des tendances et des outils et de ce qui va se passer avec Internet pour générer de l'argent, du business. Et j'en étais arrivé à la conclusion que pour générer et pour continuer à exister, il va falloir être présent, ultra présent sur les réseaux sociaux. Mais si t'as pas de budget, si tu es tout seul, si tu es un bricoleur comme moi, quoi, hein, tu peux pas, quoi, t'as pas les moyens. Donc il faut te concentrer sur un seul réseau social et puis arriver à y être performant pour attirer, soit directement pour faire une conversion sur ces vidéos, sur les réseaux sociaux en question. Bon, moi, je vais m'intéresser à YouTube, je vais essayer de me professionnaliser. Je vais essayer d'être aussi bon sur YouTube en prenant le temps de le faire que je l'ai été ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que j'étais excellent, je ne suis pas un maître. Est-ce que je suis un expert? On va être dans le relatif. J'ai une certaine expertise de par l'ancienneté et de par mes multiples compétences qui me permettent d'avoir de l'autonomie pour créer et la force et la patience pour apprendre et pour créer les choses dont je peux avoir besoin. Que je ne pourrais pas m'offrir parce que j'ai pas les budgets pour, quoi. Sinon il faudrait que je passe tout ce que je gagne dans le budget, la rentabilité de ce que m'offrent mes petites expériences pour me faire avoir recours à des prestations de services ou acheter des outils, louer des outils qui me permettent d'avancer. Alors que tout de suite, la plupart du temps, je développe littéralement mes outils en code, quoi. Puis avec l'aide de l'IA, on gagne 90% du temps. Donc voilà. Voilà le truc. Alors combien ça rapporte? Combien ça rapporte Internet? Voilà, à la louche, en 2017, tu avais 4000 visiteurs au total sur 2 sites différents avec de la publicité. Tu arrivais à te faire, pour quelqu'un de médiocre hein, comme moi, tu arrivais à te faire entre 500 et 700 balles de publicité. Donc moi, c'était dans le cadre d'une entreprise, hein, on était 3 dessus, puis il fallait payer les charges, ainsi de suite. Hein. Et nous, c'était pas notre focus, c'était juste une solution complémentaire par rapport à notre activité. Maintenant, en affiliation, pour l'instant, alors vous allez me dire, ah mais t'es nul, ou je sais pas ce que tu vas penser, parce qu'en fait, personne ne donne ces chiffres, mais moi j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher. Avec mes 500 visiteurs par jour, tout de suite sur mon site espagnol, avec de l'affiliation. J'arrive à générer en fonction des mois, parce qu'il y a vraiment un impact saisonnier, il y a les Black Friday, les périodes de Noël, tu vois vraiment, ça c'est des trucs que j'ai découvert, que je connaissais pas avant, une saisonnalité. Ça va varier de 200 à 1000 euros par mois. Voilà. Alors bien sûr, là-dessus, vous êtes toujours dans une entreprise, hein, créée, formalisée. Bon, là, je suis bientôt arrivé chez moi. Et donc, quand voilà, derrière, moi, je suis déclaré en micro-entrepreneur, je dois payer des subsides à l'État, quoi, etc., etc. Puis d'ailleurs, ils vont rallonger la douille. Ils l'ont déjà fait, ils vont l'augmenter, la douille, pour les gars comme moi. Donc, l'intérêt de continuer à faire ces choses-là. Bref, ça va être compliqué. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette expérience hein, de l'expert qui déraille. L'expert, c'est quoi là? Il y a tellement de sujets sur lesquels je suis et j'ai poussé le bouchon, soit depuis très longtemps, soit de façon suffisamment profonde et dense, que j'ai quand même des choses à dire à certaines personnes, quoi, qui peuvent arriver et découvrir ou avoir de l'information, tu vois. Voilà, j'ai cette expertise, entre guillemets, sur l'Espagne, de l'impact, de l'intelligence artificielle, et puis des mises à jour successives de Google et leurs algorithmes. Maintenant, ce que j'attends, c'est de voir ce que vont devenir ces nouveaux navigateurs web, ce que vont devenir les tendances, l'utilisation, les gens. Ça va aller très très vite. En 2 ans, je pense que voilà, il y a eu une vraie révolution de l'IA en 2 ans. Moi, l'IA pour moi, c'est 1 an et demi. Avant, l'IA c'était ouais, c'est quoi ça là? Ouais, ok, oui, ouais, c'est bien amusant. Tout de suite, j'en suis pareil avec ces navigateurs et dans 2 ans, vous allez voir, ça va être un massacre, quoi. Donc, en résumé. Impact IA Overview sur l'Espagne. Le taux de requêtes sur lequel il y a des réponses IA Overview, c'est de l'ordre de 20%. Voilà.
Tous les boîtes ont ramassé, ont perdu jusqu'à 50% de trafic. Moi, sur tout ce qui est comparatif produit, j'ai perdu 0% de trafic. Je suis resté sur ma base et j'ai pas vu passer en fait STIA Overview de façon négative. Par contre, là, j'en suis convaincu, c'est les nouveaux navigateurs, parce que je suis allé gratter sur ChatGPT, aller chercher des comparatifs, savoir ce que ChatGPT permettait, tu vois, par exemple, de faire comparatif tel modèle de montre sur tel modèle de montre. Et j'étais assez surpris du résultat que ChatGPT fournissait sur ce type de requête. Je ne veux pas dire que c'était du top niveau, mais déjà, le truc était vraiment dégrossi pour un utilisateur lambda qui veut avoir des informations basiques sans avoir à scoltiner une page qui lui prendrait 15 minutes à lire. Tu avais l'essentiel et c'était correctement fait, correctement présenté. Donc ça incrusté dans un navigateur web orienté 100% IA, comme sans doute ChatGPT l'a fait et comme l'a fait Perplexity. Je veux dire, voilà, les gens qui viendront sur ton site, c'est fini, c'est réglé, quoi. Donc moi je vais prendre l'axe YouTube. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Parce que YouTube c'est compliqué, quoi. C'est de la vidéo, il faut du montage, il faut du matos, il faut du montage, il faut écrire, il faut scénariser, faut en infographie, il faut commencer à toucher sa bille, il faut savoir utiliser ou choisir les bonnes IA qui vont te permettre de faire le boulot du stagiaire, parce que pour moi l'IA reste un stagiaire, un excellent stagiaire, hein. Si tu sais bien lui expliquer ce que tu veux au stagiaire, il te fait un boulot de top niveau. Bon, sauf si tu as pris un crétin, quoi. Voilà, donc, si vous avez des questions, vous qui êtes dans le monde de la création des sites internet, du référencement, même si vous êtes expert, là, tous ceux qui partent à Dubaï, à Malte ou en Asie, voilà, moi je suis ouvert à la discussion, si tu veux qu'on discute, il n'y a pas de souci. Je suis un modeste expert, c'est-à-dire par mon ancienneté et puis et mon expérience de ce qui s'est passé avant, mais voilà, j'ai pas gagné de milliards, hein. Moi, en tout et pour tout, si tu veux, quand j'arrivais à générer 700 balles et quand j'arrive à générer 1000 balles par mois, pour moi, c'est le top du top niveau. Et puis, je sais que là, dans 2-3 mois, ça va plus être possible, quoi. Ça va se casser la figure. Voilà, donc, là, vous êtes près de chez moi, mon nouveau chez moi. Et puis, semaine prochaine, normalement, vendredi, je vais en Espagne. Donc, les vidéos, vous les verrez d'Espagne, de ma résidence principale, secondaire, ou secondaire principale, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à très bientôt.